Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au résumé de mes lectures et mes avis sur mes lectures du mois de septembre, avec un tout petit peu de retard, puisque j'avais pas terminé un des livres et je l'ai terminé tout début octobre, donc petite triche, mais ça passerait inaperçu. Cette semaine, enfin ce mois-ci plutôt, j'ai lu 4 livres différents. Comme d'habitude, je vous fais une petite description rapide des livres que j'ai lus ce mois-ci avec les thèmes principaux, comme ça vous pourrez aller directement aux endroits qui vous intéressent le plus. Au début du mois de septembre, j'ai lu Les Ombres de Salem, un roman de Stéphane Gallas. Et ici, on est sur un trailer avec une pointe, vous l'aurez compris avec le titre, de sorcellerie dont surnaturelle. Ensuite, j'ai enchaîné avec Un palais de glace et de lumière de Sarah Gimas. Là, c'est le tome de transition entre le tome 3 et le tome 4 de la saga Un palais de roses et d'épines, que je vous ai présenté d'ailleurs dans la vidéo du mois de juin. Si vous voulez aller la voir, elle sera dans le petit i juste là. Et là, on est sur de la fantasy new adult. Ensuite, j'ai lu Nevernight, qui est un livre de Jay Kristoff, c'est le premier tome d'une trilogie. Ici, on est sur de la dark fantasy, sur un fond de vengeance dans une école d'assassins. Et comme je vous le disais, c'est une saga qui est déjà sortie en France dans son entièreté chez De Saxus. Et enfin, c'est ce livre-là qui m'a pris un peu plus de temps, et c'est pour ça que j'ai débordé sur le mois d'octobre pour le terminer. J'ai lu Dark Rise, qui est une sortie de septembre d'ailleurs, écrit par C.S. Paka. C'est également une saga, et c'est le premier tome d'une trilogie. Passons maintenant au vif du sujet avec ce premier livre qui est Les Ombres de Salem, écrit par Stéphane Gallas. D'ailleurs, c'est un livre qui m'a été offert par M, si tu passes par là, merci encore, qui l'a pris dans ma wishlist Amazon, donc merci pour cet envoi. Tout d'abord, un petit résumé rapide de l'histoire des Ombres de Salem. Donc on suit l'histoire de la famille Bailey qui vient de s'installer dans une vieille demeure au cœur de Salem, et depuis son installation, plus rien ne va pour cette famille. Le père Mikey part à la dérive depuis le départ soudain de sa femme qui est partie faire sa vie ailleurs et a laissé ses filles et son mari seuls. Et Dwen, sa fille qui a 18 ans, subit une agression dont elle a des flashbacks glaçants. Et avec l'aide de ses deux sœurs, dont Deborah la cadette qui a des pouvoirs surnaturels qu'elle cache, elles vont essayer de retrouver le coupable de cette agression. Et bien sûr, vous l'aurez compris grâce au titre, il y a un aspect surnaturel, sorcellerie qui va venir se mêler à cette enquête. Donc en ce qui concerne mon avis, c'est un livre qui se lit assez rapidement, il fait un peu moins de 400 pages, donc je l'ai lu en 2-3 jours. L'auteur présente ici une famille qui est dysfonctionnelle, qui est amputée, comme je vous le disais dans le résumé, d'une mère qui est partie du jour au lendemain refaire sa vie en laissant ses filles seules avec leur père dans une nouvelle maison, dans un nouvel environnement, un nouveau lycée, avec des nouvelles habitudes qui viennent s'imposer à elles. C'est le premier roman que je lis de Stéphane Gallas et j'avoue avoir bien accroché à sa plume. Je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec la façon d'écrire de Norek, vous savez que c'est un autre auteur de polar que j'aime bien. Les chapitres sont courts, les phrases également, il utilise des mots tranchants, il y a un changement de point de vue incessant qui me font vraiment penser à la patte de Norek dans ses livres. Et tous ces éléments mis ensemble rendent la lecture hyper dynamique, on s'ennuie jamais. C'est pour ça aussi que c'est un livre qui se lit vite parce que c'est un bon patch turner. J'ai trouvé que l'histoire mêlait avec brio le côté enquête avec la recherche du coupable de l'agression de sa fille, lié un peu au côté surnaturel, sorcellerie qui sont autour de la maison. On est à Salem, dans une maison qui est très ancienne, donc forcément on peut s'y attendre. Et les personnages, je trouve, qui sont très attachants, très rapidement. Je pense que le fait de passer par une épreuve difficile aux côtés de Dwen, qui vit une agression au début du roman, bah ça aide forcément à avoir envie de prendre sous son aile cette famille, de la voir avancer. Ils ont des difficultés à travailler ensemble, Deborah qui cache un secret. On a également la grande sœur qui du coup prend un rôle autoritaire sur ses deux sœurs, qui essayent de prendre un peu la place de leur mère qui est partie. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé les retournements de situation, les constructions autour de chacun des personnages. Je trouve que c'est un très bon cocktail pour faire un bon trailer dans lequel on s'ennuie pas, dans lequel il y a de la sorcellerie, dans lequel il y a forcément une enquête qui est menée, dans lequel il y a des cliffhangers qui sont vraiment bien amenés, bien expliqués. Et c'était vraiment une bonne lecture selon moi. Je lui ai donc donné la note de 5 si vous aimez un petit peu le côté polar, le côté sorcellerie, le côté vieille maison de Salem, un petit peu angoissant par instant, on se demande ce qui va se passer, on se demande qu'est-ce qui se passe dans cette famille, qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Les Ombres de Salem, je lui ai mis un 5 sur 5 parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Un palais de glace et de lumière, écrit par Sarah Gimas, et ici on se retrouve dans un livre transition, donc un tome 3,5 qui se passe du coup entre la fin de la première trilogie, on va dire, à la fin du troisième tome, et du quatrième, donc c'est vraiment
un petit roman qui vient se passer là, un peu comme une grande nouvelle, entre le tome 3 et le tome 4. Je vais faire mon mieux pour en dire le moins possible dans le résumé, mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est un tome 3,5. Si vous n'avez pas eu la trilogie Un palais d'épines et de roses, n'hésitez pas à peut-être passer un petit peu vite ce passage-là autour de ce livre si vous avez l'intention de lire les 3 premiers tomes. Donc ici, en termes de résumé, on se trouve après la guerre qui a ébranlé Prythian et le temps est à la reconstruction. On retrouve tous les personnages qu'on avait quitté à la fin du tome 3, et comme je vous dis, c'est un tome de transition parce qu'il porte bien son nom. On est vraiment dans un univers où ça va être comme une sorte de fenêtre ouverte sur la vie de nos personnages qu'on a quittés après la fin du tome 3. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. En termes de résumé, c'est facile, on est après la guerre, la reconstruction, et les protagonistes principaux qu'on suit organisent la fête du solstice de l'hiver. Voilà, c'est pas que je veux vous spoiler, c'est juste que c'est ça l'intrigue principale de ces 300 pages. Donc pour ce qui est de mon avis, j'ai trouvé que c'était vraiment un roman télé-réalité, si je peux dire, dans le sens où on a une tranche de vie offerte par nos personnages, mais il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de tumulte, on suit Fer dans sa vie de tous les jours, où elle essaye de vivre, de cicatriser des blessures qui ont été faites par la guerre, pareil pour les gens qui l'entourent, mais il n'y a pas de grands rebondissements qui sont liés à cette histoire, juste leur vie de tous les jours, détaillée, expliquée, en profondeur, et voilà, on les voit un peu se reconstruire après la guerre, échanger, les difficultés que ça amène. Bon alors par contre, c'est un livre qui se lit bien, ça fait 300 pages, ça se lit vite, c'est écrit d'une façon légère. Moi j'ai bien aimé le livre parce que... Enfin j'ai bien aimé. Ça m'a pas dérangé de lire, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps, mais c'est peut-être aussi le contexte. Je l'ai lu pendant mes vacances, c'était mes derniers jours au Portugal, et du coup j'ai lu ça en mode plage, détente, piscine, dans un mood très léger. Et je pense que ça aide si vous voulez une lecture qui vous prend aux tripes, qui vous en fait voir de toutes les couleurs, qui vous tire des larmes, qui vous tire des émotions fortes. Vraiment, c'est pas le roman que je vous conseillerais. Par contre, c'est un tome 3,5, donc il porte bien son nom. Il est un peu moins cher, il est à 15 €. Mais moi, pour résumer un petit peu mon avis, c'est légèreté. Donc voilà, peut-être que si je l'avais lu dans d'autres circonstances, ça m'aurait moins plu, j'aurais eu un avis plus dur sur ma lecture, mais juste, c'était sympa. J'ai eu l'impression de lire de la télé-réalité dans un univers qui me plaît, avec des personnages qui me plaisent, et voilà. Donc en ce qui concerne ma note, je lui mets un 2,5. Vous allez me dire c'est un peu dur alors que j'ai pas fait de reproches tranchants dans mon avis, mais juste c'est un roman qui est moyen. Il est pas surprenant, il est juste plat, c'est rigolo à lire, c'est sympa, mais c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est la moyenne, c'est 2,5. Voilà. Ensuite, j'ai lu Nevernight de J. Christophe, qui est le premier tome d'une trilogie qui est, comme je vous le disais dans l'intro, sortie entièrement en France. Donc si vous voulez tout lire en one shot, vous pouvez acheter les 3 tomes et les lire à la suite. Là, on est sur de la fantasy new adult. Attention, hein, c'est pas du young adult, c'est vraiment, il y a des passages qui sont assez gore, etc. Donc pas à recommander à des adolescents, par exemple. Donc pour résumer, on suit l'histoire de Mia, qui cherche à venger sa famille qui a été assassinée par des forces obscures, et pour ce faire, quoi de mieux que de rejoindre un petit peu le Poudlard des assassins, une école d'assassins, où ici les cours ressembleront peu à ceux que Harry Potter a vécu. Ici, si tu travailles mal, si tu échoues dans tes cours, la sentence c'est la mort, donc va falloir être très assidu. Et je vais vous lire les 3 lignes au dos du livre pour vous résumer un petit peu l'histoire, parce que je trouve que finalement pourquoi faire un travail qui a déjà été très bien fait. Donc ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier. Dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins, cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Les bases s'opposaient. Quand j'ai lu le résumé « École d'assassins, vengeance », ça m'a tout de suite intéressée, et donc j'ai sauté sur l'occasion. Par contre, c'est aussi pour ça que je présente pas beaucoup de livres en ce moment dans mes lectures du mois. J'en présente que 4, parce que autant les 2 premiers étaient assez courts, autant les 2 derniers c'est des pavés, et celui-là fait 800 pages il me semble à peu près. Donc ça m'a pris un petit moment de le lire. Bon alors, mon avis sur ce livre, j'aurais tendance à dire que c'est pas un avis très tranché, c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup aimé. Déjà, j'ai beaucoup aimé. Mais il y a quelques ombre au tableau. Donc déjà, l'univers est très 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 riche, très développé par l'auteur. On sent qu'il a un imaginaire très développé et qu'il veut amener le lecteur exactement au même endroit que lui s'est imaginé son univers, ses personnages, les retournements de situation, les descriptions. Il veut, voilà, c'est très précis dans la description. Moi déjà, la première chose qui m'a interpellée pendant ma lecture, c'est les notes de bas de page qui ont une vraie place au cours de la lecture. Il y en a beaucoup, et surtout, ce qui m'a surprise, c'est qu'elles sont très longues. En fait, j'ai eu cette petite impression qui était que l'auteur a eu fini d'écrire son livre en entier, qu'il l'a relu, et à chaque fois que quelque chose lui venait à l'esprit en relisant,
eh ben il amenait une note de bas de page où il précisait les choses. Dès qu'il parle par exemple, je sais pas, d'une organisation, d'un membre, de quelqu'un du gouvernement, d'une action, d'une citation, quelque chose, petite note de bas de page, et il précise et il détaille beaucoup, il développe beaucoup son lore dans cette note de bas de page, ce qui fait que parfois elles sont très très longues. Il y a certaines notes qui courent pendant 1-2 pages, où t'as des pavés écrits en tout petit. Ça m'a un petit peu dérangé pendant ma lecture, j'ai trouvé que ça alourdissait un petit peu tout cet univers, malheureusement. Ensuite, pour reprendre un peu un fil plus construit de mon avis, en ce qui concerne les personnages, j'ai adoré l'héroïne principale qui est Mia. Mia qui est la fille d'un traître dont la rébellion a échoué, son père a été mis à mort sous ses yeux, le reste de sa famille a été emprisonné dans la foulée, donc elle s'est retrouvée jeune, seule, livrée à elle-même, et je peux vous dire que dans des situations pareilles, dans l'univers dans lequel elle se développe, ça lui a forgé un sacré caractère. En plus, on la suit sur plusieurs temporalités au fil du livre, où on revient souvent en arrière pour justement expliquer comment elle s'est construite après cet événement marquant, et ça permet vraiment de comprendre pourquoi elle est ce qu'elle est aujourd'hui, par quelles épreuves elle est passée pour le devenir, et ça ramène une vraie plus à la lecture. Il y a aussi pas mal de personnages secondaires, forcément. Mia rejoint une école, donc elle a des camarades, on va dire, de classe. Bon, est-ce qu'on peut vraiment dire ça dans une école d'assassins? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a pas mal de personnages secondaires que j'ai aussi beaucoup appréciés. Mia va se faire des amis, mais aussi des ennemis, et forcément, dans une école d'assassins, se faire des ennemis, c'est pas forcément une très bonne idée, et surtout, ça se termine souvent mal. Voilà, pour ce qui est du coup des côtés un petit peu négatifs, notamment sur l'univers, parce que les personnages, j'ai rien à redire, je trouve que tout est bien dosé. Ce qui concerne l'univers, c'est pour ça que j'ai enlevé un point à ma note, et spoiler, je lui ai mis un 4, mais j'ai trouvé que... Et ça, c'est vraiment très personnel, j'ai trouvé que le fait que l'auteur donne beaucoup de détails sur l'univers, sur un peu tout, avec les notes de bas de page, etc., ça amène de la lourdeur, j'ai trouvé, et je me suis trouvée un petit peu enfermée dans les yeux et dans la tête de l'auteur, sans pouvoir moi-même me projeter et imaginer un petit peu moi-même mon univers. Je trouvais qu'on était vraiment trop tenu par la main, et que parfois ça bridait un petit peu mon imaginaire à moi. Et voilà, ça encore une fois c'est personnel, je comprends quelqu'un qui a surkiffé l'aventure, je comprends pourquoi également, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que parfois, le fait d'être très guidé, peut-être trop, ça m'a un petit peu dérangé. Donc ma note, c'est un 4 sur 5, je suis quand même pressée de lire la suite, le tome 2 et ensuite le tome 3. Mais voilà, petit ombre en tableau, je suis un petit peu dure sur cette note-là, mais j'espère être surprise et avoir un 5 sur 5 pour le deuxième tome. Petite parenthèse rapide sur l'auteur pour ceux que ça intéresse, Jay Kristoff vient de sortir un nouveau roman qui s'appelle L'Empire du Vampire, et à l'occasion de cette sortie, De Saxus lui a organisé une tournée de dédicaces en France. Je crois qu'il fait 7 dates dans 7 librairies différentes en France. Et du coup, si vous voulez vous faire dédicacer vos tomes de Nevernight ou L'Empire du Vampire, sachez que voilà, vous pouvez aller checker sur le site, enfin sur le compte Instagram de Saxus, il y a toutes les dates, ou alors vous pouvez faire un screen maintenant pour voir toutes les dates qu'il fait en France, sachant qu'il est aussi, donc ça c'est l'édition reliée collector du livre. D'ailleurs, elle est quand même très très belle, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vue. Je trouve que c'est vraiment une très belle édition collector. Mais dans le cadre de cette tournée des librairies de dédicaces, il y a une édition extra collector également. Je crois qu'elle est plus dorée, je crois que la couverture est complètement dorée, qui sera disponible à l'achat uniquement pendant les fenêtres de dédicaces dans les librairies. Donc si vous voulez déjà vous faire dédicacer vos livres, rencontrer l'auteur et en plus peut-être acheter l'édition ultra collector, bah voilà, vous savez que cette tournée va exister en 2022. Parenthèse refermée, passons à ma dernière lecture du mois de septembre, qui a débordé un petit peu sur octobre comme je vous le disais, Dark Rise de C.S. Paca. Donc ici, on a un peu plus de 500 pages et on est sur une trilogie également, donc c'est le premier tome d'une trilogie, et on est sur de la fantasy, guerre, qui oppose deux clans entre les ténèbres et la lumière, et on est sur du young adulte plutôt. Donc je vais vous faire un résumé un peu rapide et peut-être un petit peu décousu, parce que bon, vous allez le voir après avec mon avis, mais compliqué quoi, cette lecture. On se retrouve dans un univers où une guerre surgit un petit peu du passé qui va opposer les ténèbres à la lumière. Et avec comme seule mémoire de ces conflits passés, on a les Stewarts qui vivent donc encore avec la magie d'un temps qui a été oublié par tous sauf eux et qui sont un petit peu les gardiens justement pour faire perpétuer la mémoire déjà et cette magie qui vient d'un temps ancien. Bon voilà, j'espère que je vous ai peut-être pas convaincu mais c'est comme ça que je résumerai le livre. Je peux vous lire quelques lignes du résumé en 4e de couverture, ça fera peut-être mieux le travail que ce que je viens de vous dire là. L'ancien monde n'est plus, ses héros sont morts, ses châteaux en ruine et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les Stewarts s'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. À Londres, Will est en fuite, pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Lorsque Violette lui sauve la vie, tous deux se retrouvent plongés dans un monde de légendes et de magie des Stewarts.
Peu à peu, les anciennes alliances se reforment ou sont appelées à être brisées. Dans cette guerre qui menace leur monde, les descendants des combattants des deux clans n'ont d'autre choix que de jouer leur rôle, à moins que tout destin puisse être défié. Et d'ailleurs, à la fin, on a même Jay Christophe, donc qui est l'auteur de Nevernight que je viens de vous présenter, qui dit « si beau et délicieusement sombre » en parlant de sa lecture de ce roman. Donc je me suis dit « let's go, ça a l'air plutôt sympathique ». Et puis bon, en vrai, il y a eu une communication autour de cette sortie qui a été assez importante, et bon, j'avoue que j'ai craqué parce que je me suis fait influencer par des influenceurs. Pour ce qui est de mon avis, globalement, j'ai pas trop aimé. Alors partout où j'ai vu des avis concernant ce livre, surtout sur Bookstar, tout le monde aime. Tout le monde avait un avis positif par rapport à sa lecture de ce livre qui est sorti début mi-septembre je crois, donc c'est tout frais. Et tout le monde est en mode let's go, lisez ce livre, parce que déjà, pour ceux qui connaissent pas, C.S. Paca, c'est une auteure qui est assez renommée dans le milieu de la fantasy et qui avait écrit avant ça Prince Captif notamment, qui a fait beaucoup de bruit dans le milieu, qui est un petit peu la référence dans la fantasy, donc beaucoup de personnes attendaient ce livre pour le comparer un petit peu à l'ancienne, je crois que c'était une trilogie du Prince Captif, et moi, bon pour le coup, moi je découvre entièrement cette autrice avec ce livre-là. Bon, comme tout à l'heure, je vais prendre un peu les choses dans l'ordre pour ne pas trop m'éparpiller, pour pas que cette vidéo soit trop longue. Mais d'abord, les personnages. Je pense que c'est vraiment ici que ça a bloqué ma lecture. J'ai pas du tout accroché aux personnages. Je sais pas pourquoi, mais je pense que la raison principale est le fait qu'ils soient assez jeunes, et très peu construits, on va dire, très peu captivants, charismatiques, j'ai trouvé très fades et insipides, et ça a bloqué un petit peu tout le développement de l'intrigue, tout le développement de l'univers, parce que je restais figée sur le fait que à chaque fois qu'il y avait des dialogues, et il y en a beaucoup, je rompchis quoi, rompchis. Will, qui est le personnage principal, voilà, c'est un peu la représentation que je me fais de tous les personnages, il est pas charismatique. Il est insipide, il est froid, je dirais. Pareil, Catherine, qui est un personnage secondaire, elle répète en boucle toujours les mêmes choses. Globalement, on a compris qu'elle vivait dans une belle maison, que son fiancé pouvait lui offrir un avenir confortable, on va dire, et on a compris qu'elle aimait les bijoux, qu'elle aimait les robes, qu'elle aimait son lit douillet. Sans arrêt, quand on croise cette personne, ce personnage, c'est ce qui est répété. J'ai trouvé que c'était lourd, c'était rompchi, et ça m'arrivait de passer quelques dialogues en me disant « non mais c'est bon, j'ai compris ». Au niveau de l'univers, j'ai bien aimé le fait d'avoir la présence donc d'une ancienne magie oubliée, dont seuls les Stewarts ici sont les gardiens du souvenir, et les seuls vraiment à pouvoir utiliser cette magie. J'aimais bien l'idée de base. J'aime aussi l'idée qui se battait contre un ancien clan rival qui refait surface, qui essaye un peu de se réveiller, un petit peu comme le Seigneur des Anneaux par exemple, qui avec le fait que l'anneau refasse surface, il y a la magie qui refait surface avec tous les dangers que ça implique. J'aimais bien un petit peu le speech de base et l'ambiance générale de l'univers, mais malgré ça, j'ai vraiment pas été convaincue. En fait, forcément, dans le genre de lecture, les personnages prennent une place très importante dans l'univers, et du coup, ça a trop déteint sur le fait que l'univers est cool, les personnages ne le sont pas, et du coup, ça rend la lecture très désagréable, malheureusement. J'ai un avis qui va un peu à contresens, mais voilà, je suis honnête, quoi. J'ai trouvé aussi qu'en termes de cliffhanger, de révélation, j'ai trouvé un petit peu bordélique. Autant il y a des choses qui sont répétées maintes fois qui sont pas importantes, autant des révélations qui ont quand même une place vraiment très tranchante dans l'histoire, dans le développement des personnages, dans le développement de cette guerre. C'est balancé un peu comme ça à l'arrache, on revient pas dessus, on comprend pas bien, c'est pas détaillé, et du coup ça va vraiment pas dans le sens d'avoir une lecture agréable. Enfin voilà, un sentiment globalement très mitigé sur Dark Rise, malgré cette très jolie couverture et cette très jolie illustration. Donc je lui ai mis la note de 2 sur 5, encore une fois, désolé à ceux qui ont aimé, enfin pas désolé, voilà, c'est mon avis, moi ça m'a pas plu. Je lirai la suite, mais c'est pas la saga, la sortie que j'attends le plus en 2023, mais je lirai la suite avec plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaie de faire vraiment le format le plus court possible par rapport aux livres que je lis, tout en vous faisant quand même un avis un minimum détaillé, parce que je pense que le format est plus adapté. Encore une fois, je suis preneuse de tous les conseils que vous avez à me donner concernant la création vidéo autour des livres. Sur le mois d'octobre, vous aurez la sortie des Joy raconte-nous une histoire. Normalement, il devrait y avoir au moins un épisode qui va sortir sur Joy raconte-nous une histoire. Donc n'hésitez pas. Et pour le format dans la même catégorie, donc pour mes lectures d'octobre, on se retrouvera tout début novembre, sachant que j'ai déjà lu 2 livres qui étaient très cool, et voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, je sais pas comment on vous dit sur YouTube, mais voilà, faites des trucs pour que ça soit un peu mieux référencé, abonnez-vous et tout, et merci beaucoup.
de regarder cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout parce que je pense que vous êtes très peu. Donc vous êtes un peu les élus, vous qui regardez là maintenant. Merci d'avoir été jusque là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai tourné cette vidéo dans un univers un petit peu plus lumineux que d'habitude, même si au cours de la vidéo, la luminosité baisse parce que le soleil tombe et la nuit se lève. Mais voilà, une petite ambiance un peu plus cocooning hiver avec la petite bougie, les petites lumières un peu plus chaudes. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, bye bye!